Bonsoir Marie-Lise Lebranchu. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau. Vous êtes députée PS du Finistère, ancienne garde des Sceaux bien sûr, et amie personnelle de Martine Aubry. Vous étiez présente ce matin à Lille avec son mari, son futur directeur de campagne François Lamy, quelques autres très très proches, parce qu'il y avait Pierre Mauroy aussi, mais finalement il n'y avait pas beaucoup de personnalités politiques. Isabelle Giordano, merci d'être sur notre plateau. Vous avez publié Martine, le destin ou la vie chez Grasset, une biographie de Martine Aubry, réactualisée ces derniers mois. Je voudrais qu'on regarde ensemble quelques images et qu'on écoute tout de suite Martine Aubry ce matin pour sa déclaration. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez entendue? Une émotion et une assurance. Je me suis dit, elle sera bien dans son rôle de candidate aux primaires d'abord, mais elle sera bien, si elle gagne, dans le rôle de candidate à la présidence de la République. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'assurance. Et ça m'a rassurée, et ça m'a assurée. Vous étiez inquiète alors? Vous étiez inquiète? C'est pas une inquiétude, c'est quand même un événement, c'est un moment fort dans la vie de quelqu'un. Moi j'avais le tract et j'ai l'impression qu'elle ne l'avait pas, et elle m'a dit qu'elle ne l'avait pas. Une émotion sans doute, le tract non, elle savait où elle voulait aller. On a quand même beaucoup dit qu'elle avait peut-être pas tellement envie parce qu'elle avait fait ce pacte avec DSK. Comment elle s'est mise dans la tête d'y aller? C'est-à-dire que c'est quand même autre chose d'être première secrétaire et d'être candidate. Il faut se mettre dans... Bon, voilà, François Hollande est parti il y a plusieurs mois. Ségolène Royal, elle connaît la musique. Les autres étaient décidés. Elle, peut-être que dans le fond, ça fait simplement quelques semaines qu'elle s'est mise ça dans la tête, ou ça fait beaucoup plus longtemps? Je pense que c'est une construction lente, parce que Dominique Strauss-Kahn, on ne peut pas dire non plus qu'il avait exprimé une envie extraordinaire. Certes, voilà. Certes. D'ailleurs, même si je ne suis pas d'accord avec le mot envie, mais bon. Et il était donc loin, et ça s'est construit à partir du moment où, moi j'ai envie de dire, après les européennes, quand le Parti socialiste est au plus bas, n'importe quel premier secrétaire a eu la tentation de lâcher. Et elle remonte, elle dit non, on ne va pas rester là, on va réussir. Et petit à petit, réussir, c'est réussir pour 2012. L'objectif, il est là. Donc ça fait longtemps qu'elle y pense. Moi, à chaque fois que je lui ai parlé de cette histoire d'envie, parce que c'est vrai que c'est un débat quand même qui a été récurrent, moi, à chaque fois, elle m'a dit qu'elle en avait envie de faire gagner son camp. Voilà. Bon, c'était sa formule, mais on sentait bien sa détermination. Il suffisait quand même de la regarder dans le fond des yeux. On voyait bien qu'elle en avait sacrément envie. Et là, au moins avec ce discours, elle a dit, je crois qu'on les a comptés, il y a eu quoi, 9 fois je veux, 9 ou 10 fois. Donc là, quand même, ça y est, on va passer à autre chose, enfin. On va faire connaissance vraiment avec Martine Aubry. On va l'écouter quand même, un tout petit extrait de ce matin. Il est grand temps que cela change réellement. Et je veux rendre à la France sa force, sa sérénité, son unité. Je veux redonner à chacun le goût de l'avenir et l'envie d'un destin en commun. C'est cela, l'identité de la France. Aussi, j'ai décidé de proposer ma candidature à l'élection présidentielle. Voilà, elle a donc dit « je veux », on l'a bien entendu, elle a dit « envie » quand même. Moi, ce que je vois dans ce décor aussi, elle est seule, alors que Ségolène Royal ou François Hollande étaient entourés de beaucoup de gens autour, et il y a les drapeaux, et il y a un fond bleu, et j'entends, je suis légitime parce que je suis déjà première secrétaire, bah là, tel que vous voyez, je suis déjà présidente. Enfin, vous voyez, j'imagine qu'il y a quelque chose de ça. Oui, moi, je trouve que l'exercice est réussi. C'est vrai que c'était quand même assez périlleux, tout le monde en parlait, on savait qu'elle réfléchissait au début à Lille ou pas Lille, est-ce qu'on trouve un lieu républicain quelque part en France, ou est-ce qu'on affirme qu'on est à Lille et fier d'être à Lille, parce que c'est aussi l'histoire de la France. Moi, je trouve que l'exercice est finalement très réussi, parce qu'il y a un peu de solennité, et comme Marie-Lise l'a très bien dit, il y a de l'émotion. Moi, je trouve toujours intéressant quand les hommes politiques deviennent un peu humains. Tout d'un coup, il y a un supplément d'âme dans le discours politique, et parfois d'une telle bassesse. Voilà, ça nous permet de voir que cette femme est une femme comme vous et moi, et qu'elle a des émotions et des sensations. La tenue vestimentaire bien étudiée, travaillée. C'est elle seule qui a décidé de ça. On ne s'est pas permis de s'en occuper parce que chacun avait expédié, effectivement, vous imaginez. Qu'est-ce que vous aviez des recommandé, conseils, vous, par exemple? Moi, j'étais plutôt pour le bleu. Des conseils, mais je ne connaissais pas le fond. Des conseils pour le discours, des conseils pour ceci, des conseils pour cela. Et en fait, sans doute qu'elle les a lus, je pense, mais elle a surtout voulu être bien dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle voulait dire et voulait faire passer. Donc, ce qui concernait la tenue, et même c'est elle qui a choisi le lieu,
je pense que c'était... Ce qui ne mettait pas tout le monde d'accord. Dans son entourage, il y a des gens qui lui disaient quand même la gare Saint-Sauveur, etc. Voilà. On avait peur quand même des petites piques ou qu'on aurait pu lui balancer. Voilà, mais finalement, c'est tout à fait elle. C'est-à-dire que quand elle veut quelque chose, elle y va à fond. Et elle fait ce qu'elle a dans la tête. Ouais. Bon, alors ça, c'est tous les compliments. Maintenant, on va passer au mauvais moment parce que ça va. Moi, j'ai trouvé ça un poil long quand même. Marly Lebranchu n'est pas tout à fait d'accord avec moi, je crois. Non, parce que j'étais dans la salle, c'est pas la même chose que d'être devant une télévision. C'est-à-dire que dans la salle, moi j'étais très loin derrière parce que je n'étais pas parmi les Lillois. Je suis arrivée tard et il y avait une ambiance. Il y avait des gens différent, évidemment, très calmes, mais aussi c'était solennel. Les gens étaient tous aussi sérieux qu'elle. Est-ce qu'Olivier Mazerolles avait la larme à l'œil? Alors ça c'est le secret professionnel ici à BFM TV. Attention. Alors c'est quand même une personnalité très, vous le dites dans votre livre, à double face pour le moins. Elle est assez secrète, elle est dure, elle n'aime pas les journalistes et en même temps, elle est très chaleureuse. On aime bien partager un dîner ou un déjeuner. Tous ses amis le savent. Elle est attentive aux autres. Ça a été dit et redit. Elle a été très proche de vous à un moment difficile récemment, alors que la tempête tonnait et qu'elle devait rester à son poste. Qui va-t-elle être pendant cette campagne? Est-ce qu'elle a décidé, est-ce qu'elle est capable de briser la carapace et de se libérer? Moi, j'ai envie de dire que c'est en train de se faire. C'est-à-dire que Martine Aubry ne sera jamais quelqu'un qui va étaler sa vie privée, qui va étaler ses goûts pour ceci, pour ça. Il paraît qu'elle a embrassé son mari sur la bouche devant témoin tout à l'heure. Vous l'avez vu. Mais sur la bouche, je n'étais pas sûre. Mais bon, elle aime beaucoup son mari, ça c'est sûr. Jean-Loup Brochin. J'en suis certaine. Mais vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va aimer la photo à la maison, le mari, la fille. Bon. Oh, mais elle va être obligée, elle le sait ça. Mais elle sait. Je veux dire qu'elle sait ça. Elle a beaucoup apprécié l'attitude de son père ces dernières semaines, son soutien. Elle a beaucoup apprécié l'attitude de sa mère. Donc, elle en parle. Je veux dire, je sais qu'elle en parle. Mais vous ne trouverez jamais une Martine Aubry, passant un week-end avec tous les journalistes à la maison, volontairement. Est-ce qu'elle sait? Est-ce que le fait qu'elle ne soit pas décidée aussi plus vite, ou en tout cas qu'elle ait fait durer le suspense, c'est aussi parce qu'elle sait que ça va être un laminoir, la présidentielle? Je vais vous dire, il y a déjà les reproches, on les connaît. Enfin, en tout cas, on a entendu Jean-François Copé tout à l'heure, la dame des 35 heures, la gauche archéo. L'ambiguïté sur la laïcité. Elle a fait des journées pour les femmes dans les piscines de Lille. Et puis, il y a des reproches personnels. Qui existe, que vous évoquez, le mensonge, une manière de vivre où c'est pas toujours la vérité, il y a une vérité pour les uns, une vérité pour les autres, elle dit quelque chose face à certains, puis pas la même chose face aux autres. Elle est prête à ça? Qu'est-ce qu'elle répond? Qu'est-ce qu'elle répond sur ce qu'elle est? Oui. Moi, je pense qu'il y a effectivement une femme extrêmement généreuse, chaleureuse, attentive aux autres, mais qui parfois se laisse entraîner. Alors moi je l'ai déjà dit, je peux le redire ici, c'est du genre, mais vous êtes tous nuls, franchement, aujourd'hui. Ça, elle balance. Voilà, ça ne me fait ni chaud ni froid parce que je sais bien que c'est parce que le papier, parce qu'on est pressé, qu'il faudrait aller plus vite, etc. Il n'y a pas dans cette phrase quelque chose de méchant, de profond. C'est pas très gentil quand même. Voilà. Non mais je veux dire que je l'ai entendu une fois, je me souviens, et ça m'avait fait sourire, en disant ah voilà pourquoi. Mais je crois qu'au-delà de cette façon de dire ah non, il y a autre chose. Après tout, je ne vais pas révéler de secret énorme, mais je voyais par exemple après ce matin, il y a tous ceux qui ont nettoyé, rangé, mis les écrans, mis la lumière. Bon, ils avaient tous un petit paquet de gaufrettes. Elle les a fait applaudir quand ils sont arrivés après nous rejoindre. Et il y a la reconnaissance du travail de l'autre. Alors, c'est vrai qu'il y a des moments où, effectivement, peut-être elle prend pas assez de gants, mais elle dit devant ce qu'elle pense. Et moi, je préfère quelqu'un qui dit... Vous êtes sûr, ça? Oui, il y a quand même beaucoup de gens qui disent aussi qu'elle est un petit peu... langue de vipère avec certains, qu'elle balance, tout ça, ça fait partie de son caractère ou pas? Isabelle Giordano, vous avez enquêté? Oui, moi je l'ai suivie pendant 6 mois, mais moi je trouve qu'elle serait parfaite, on s'ennuierait. Moi ce qui m'intéresse, c'est que j'ai suivi pendant 6 mois Ali, la Solferino, un véritable personnage de roman qui a certes des défauts, mais tant mieux, c'est ce qui la rend humaine. Et moi je trouve que c'est pas si mal que ça, cette espèce de gant de fer dans une main de velours, ou l'inverse. C'est-à-dire qu'elle a quelque chose de très dur, elle peut être, moi je le dis dans le livre, un véritable despote quand même. Parfois elle peut être d'une grande autorité, très
très autoritaire, très dur. Et puis en même temps, c'est vrai qu'elle a éternellement la main sur le cœur. C'est Mère Teresa et c'est Pol Pot en même temps. Dans la même femme. Pol Pot, non, quand même. Mais je crois, voyez, je caricature. Dans un pays aussi en crise que le nôtre, avec autant de difficultés, il va falloir arbitrer. Je pense déjà aux arbitrages budgétaires, si elle est élue, ce que je crois. Il ne va pas falloir qu'on ait en face de nous quelqu'un qui tremble, quelqu'un qui tergiverse, quelqu'un qui cherche des consensus, qui va dire oui à tout le monde pour in fine. Non, il va y avoir quelqu'un qui arbitre, qui écoute et qui arbitre. Et j'ai lu beaucoup de gens dire elle nous écoute, mais elle ne fait pas ce qu'on dit, forcément, parce que 50 personnes disent des choses différentes. Mais on a besoin de quelqu'un de sérieux et qui arbitre. Alors chez moi, on dit, vous savez, la tempête, il faut quelqu'un qui tienne la barre, il ne faut pas que la main tremble. C'est un peu ça, Martine Aubry. C'est-à-dire qu'à un moment donné, où s'il faut que ça avance, je me souviens des soirées pour le projet, où elle avait envie que ça avance, il fallait boucler, etc. Là c'était, allez, tout le monde. Bon, le résultat, il est là aussi. Elle est déterminée. Elle a quand même l'image d'une bosseuse, d'une femme très compétente. Les arguments de la droite, si on les reprend, vous en avez donné deux, c'est vrai. Ouais. Sur le côté, franchement, c'est archaïque, 35 heures. Mais c'est totalement décalé avec les Français. Mais dans l'opinion publique, les gens, ils adorent les 35 heures. Donc je pense que la droite n'ira pas bien loin avec cet argument. Et deuxièmement, de dire que c'est une menteuse ou je sais pas quoi, enfin, d'aller chercher un peu dans sa vie perso, parce que c'est vrai qu'on dit beaucoup de choses aussi sur son mari, qui aurait défendu des islamistes. C'est un peu tout et n'importe quoi qu'on peut lire en ce moment sur Internet. Là encore, je pense que à l'Élysée, on est en train de se dire on a un adversaire de taille et elle fait bien plus peur que François Hollande, en tout cas, je crois. Sur la laïcité, par exemple, dire parce qu'il y avait ce fameux créneau pour l'association sur la piscine, elle a menti sur la laïcité. C'est terrible que la droite dise ça. Quand je relis le discours de Latran au président de la République et après que j'entends revendiquer la laïcité, je me dis il y a un vrai problème. Quand on me dit que l'instituteur ne fera jamais le travail du prêtre, du rabbin et j'en passe. Voilà, ça me pose un autre problème. Je veux dire que la droite dise ça sur la laïcité pour un créneau de piscine à un moment donné d'une histoire d'une ville. Je trouve ça tout petit. Quoi. Oui, puis Lille, c'est quand même son laboratoire. Il suffit de regarder quand même comment elle a réussi à se mettre d'accord à la fois avec le MoDem, les écolos, même la droite n'ose pas la critiquer. Donc finalement, il y a quand même un côté laboratoire vitrine à Lille qui est pas inintéressant. Parce qu'elle a un discours très, comment dire, dans un corpus assez classique et en même temps, sa pratique peut être différente, mais est-ce qu'elle va l'assumer et je pose la question, parce qu'on voit les images de Martine Aubry à côté de Jacques Delors, de quelle façon, on se pose la question, de quelle façon elle va assumer cet héritage delorien. On dit beaucoup qu'elle ressemble à sa mère, qu'elle a son côté têtu, son côté aussi généreux, de la femme basque, de la mère. Mais de quelle façon est-ce qu'on va avoir le delorisme de Martine Aubry? Est-ce qu'il va apparaître? Parce que pour le moment, non. Dans l'alliance avec Benoît Hamon, dans l'alliance avec un certain nombre d'autres, c'est pas le delorisme qui est là. Il y a quelque chose qui est peut-être passé inaperçu. Jacques Delors, d'ailleurs, pendant longtemps, est venu expliquer, y compris au groupe parlementaire, que c'était les économies d'énergie qui feraient le moteur de l'Europe, qu'il faut un emprunt au niveau de l'Europe, qu'il faut revoir Martine Aubry dans le projet, et ça l'aimait. Quand vous regardez que la semaine dernière, c'est-à-dire très peu de temps avant une échéance importante pour elle, elle tient à mener elle-même les négociations avec le SPD sur un groupe franco-allemand socialiste SPD pour répondre au couple franco-allemand, donc Sarkozy-Merkel. Qu'elle tient à ça pour qu'on dise oui, quand nous serons au pouvoir, nous d'abord, parce que c'est 2012, puis le SPD avec une alliance, sans doute, en 2013, nous aussi avec une alliance. Qu'est-ce qu'on fait des outils financiers? On crée la transaction financière, la taxe sur la transaction financière, sinon on n'a pas de budget européen et on ne peut pas intervenir. Et là, vous retrouvez effectivement un engagement européen profond et en plus des moyens d'y arriver. Parce que si vous laissez l'Europe telle qu'elle est, c'est-à-dire sans aucun moyen supplémentaire, alors qu'il faut renégocier la politique agricole commune, il ne se passera rien. Or, il faut qu'il se passe quelque chose. Et là, cet accord qu'elle arrache. Et moi, j'ai eu la chance, avec Martin Schulz, qui est le leader des socialistes allemands au Parlement, eu chance de le recevoir samedi à Morlaix. Et il me disait, le Parti socialiste a changé depuis que Martine Aubry est là. La preuve, c'est que nous, on est arrivés en disant, voilà, il y a un rendez-vous franco-allemand, ça va encore être mal organisé. On arrive, mais elle a cet héritage européen, mais est-ce qu'elle a l'héritage un peu social-démocrate ou je en pense tout cas, que oui. Moi, ça m'a frappé. Dans son discours, il y a un mot qui revient tout le temps, c'est le mot rassembler. À la limite, fait un discours de centre-gauche aujourd'hui quand même. C'était pas du tout le discours de la première femme, de la leader du Parti socialiste. Et un peu de répartition. Et un peu la répartition des efforts. Il y a un député communiste qui a dit « ça m'inquiète ».
Il a dit Elle a ça beaucoup m'inquiète, parlé la des chefs répartition des d'entreprise. efforts. Elle a vraiment parlé de l'économie. Ouais. Elle n'était J'ai pas senti uniquement sur le ça, moi, oui, social. parce qu'elle était sur la création d'emplois, l'innovation, la création, etc. Elle a la raison, puis au niveau européen, il faudra le Et faire. rassembler. Mais quand elle dit il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes qui portent l'effort, c'est-à-dire la baisse du service public, la baisse de l'école, etc., quand on est en crise, ça s'adressait aux classes populaires qui souffrent le plus. Donc moi, je trouvais qu'elle tenait plutôt les deux morceaux. Il faut effectivement produire, elle en est intimement convaincue, pour réussir, mais il faut aussi qu'on arrête de faire porter à ceux qui souffrent le plus les conséquences de la crise. Comment ça va se passer en un mot, la primaire, elle va pas... Sanglant. Ah oui, c'est ça, voilà. Elle va... Difficile, mais en même temps, je pense qu'il y aura une espèce de code de bonne conduite. Maryse Branchu est bien mieux placée pour le dire. Est-ce que vous êtes pour des débats, par exemple? Vous êtes pour des débats? Comme ça, j'avais un a priori favorable. Et je me dis, alors, on a un vrai problème, c'est que le projet a été voté à l'unanimité. Donc les débats, on va les faire porter sur quoi? C'est-à-dire sur le calendrier de la première année, peut-être. Sur quelques arbitrages. C'est-à-dire qu'effectivement... Donc vous n'êtes pas trop pour. Alors, en amont, il faut qu'on conclue. J'ai peur que ça déçoive sur le nombre de questions. Mais tout est ça va nous surprendre jusqu'à La Rochelle. Vous allez voir, il y aura peut-être moins de petites piques qu'on ne les attend. Moi, je pense qu'ils vont pas vraiment envie de se placer et de devenir ministre quand même. Non, vous n'allez pas vous amuser parce que c'est trop sérieux. Vous comprenez, la présidence de la République, c'est pas un jeu. Et donc Martine ne veut pas que ce soit un jeu. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues parler donc de Martine Aubry. On continuera à en parler dans un instant après le journal de Mathieu Coache avec notre face-à-face Malek Bouti, Christine Boutin ce soir après 19h40, après le feuilleton politique.